Absolument. Voici le texte entièrement réécrit, unique et avec une conclusion logique en langue française. Un seul jour, celui qui a fait voler votre vie en éclats, peut-il devenir le point de départ d'un avenir incroyable que vous n'auriez jamais osé imaginer? Pour moi, tout a commencé par 4 mots, prononcés comme un coup de feu dans un café de jazz bondé. Je n'avais même pas eu le temps de m'asseoir qu'il a interrompu notre conversation. Le café était plein à craquer, un doux jazz s'échappait des haut-parleurs, et l'air était chargé de l'arôme de l'expresso et des desserts coûteux. À peine avais-je fait 2 pas vers notre table que Jason a levé les yeux de son cappuccino intact et a déclaré « Il faut qu'on parle ». Une boule se forma dans mon ventre. Je me souviens de sa voix monotone, presque comme s'il avait répété. Je me suis assise, sentant mes paumes devenir instantanément moites. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, me forçant à esquisser un sourire. « C'est à cause du traiteur ?» Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a cherché dans la poche de son manteau et a posé une petite boîte en velours sur la table. Non pas pour me l'offrir, mais pour me la rendre. « Je ne peux pas t'épouser, Émilie, a-t-il dit. Juste comme ça. Sept mots qui m'ont transpercé plus profondément que n'importe quel scalpel que j'avais jamais tenu. Quoi ? Ai-je murmuré. Il s'est adossé à sa chaise, comme si le poids de l'honnêteté l'avait enfin libéré. Ce n'est pas toi. C'est juste que nous allons dans des directions différentes. J'ai noué des liens importants. Megan Lingley et moi, nous nous sommes trouvés d'une manière que je n'avais jamais connue. Megan Lingley, la fille de Gregory Lingley, le capital risqueur qui possédait pratiquement la moitié des startups technologiques de la côte ouest. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Tu me quittes pour elle ? Ce n'est pas comme ça, a-t-il dit, même si c'était manifestement le cas. C'est mieux pour nous deux. Tu mérites quelqu'un de plus simple. Il n'a même pas scié alors que je le fixais, stupéfaite et silencieuse, essayant de comprendre comment l'homme que j'étais censée épouser dans 16 jours avait pu m'effacer de sa vie avec une telle froideur. Puis, comme s'il ne m'avait pas assez vidé, il a ajouté « Et puis, la bague. C'est un héritage de famille. Ma grand-mère serait anéantie si elle quittait la famille. » Mes mains tremblaient, mais je les retirai. Je l'ai posée délicatement sur la table entre nous et j'ai dit « Merci pour ton honnêteté. » Puis je me suis levée et je suis partie, passant devant les portes vitrées, devant le couple qui partageait un dessert, devant les regards curieux qui cherchaient à comprendre ce qui venait de se passer. Ce n'est qu'au coin d'Elm Street que les larmes ont finalement jailli. Je ne suis pas retournée à l'appartement que nous partagions. Je ne voulais pas voir les cartons à moitié faits ni la robe de mariée suspendue dans le placard. Le silence aurait été insupportable. Mais à mon arrivée, tout était déjà fait. Mes affaires étaient dans des valises étiquetées près de la porte. Vêtements, livres, articles de toilette, tout était méticuleusement trié, comme si j'étais un colis retourné à l'expéditeur. Ce n'était pas l'œuvre de Jason. Il n'aurait jamais été aussi prévenant. Ce devait être sa mère. Je suis restée assise par terre à côté de ses valises pendant un temps indéterminé. Mon ancien bail de studio avait expiré, je l'avais cédé à une étudiante en soins infirmiers quelques semaines plus tôt. Chaque centime que j'avais économisé était parti dans le mariage. Il me restait moins de $100 sur mon compte, et le jour de paie n'était que dans une semaine. C'est là que j'ai fait ce que je n'avais pas fait depuis plus d'1 an. J'ai appelé ma famille d'accueil. Margaret Temple a répondu à la 3e sonnerie, sa voix toujours aussi chaude et posée. « Émilie, ma chérie, où étais-tu ? J'allais t'appeler pour les chaussures que nous avions vues la semaine dernière. » Je n'ai même pas pu parler. Un sanglot m'a étouffée. Il n'en fallait pas plus. 1 heure plus tard, j'étais blottie sur son canapé à carreaux délavés. Une tasse de thé à la menthe entre les mains, pendant qu'elle me caressait les cheveux comme elle le faisait quand j'avais 13 ans, brisés par un énième placement familial raté. Margaret n'a posé aucune question. Elle s'est contentée de couvrir mes jambes d'une épaisse couverture en tricot et m'a dit « Reste aussi longtemps que tu en as besoin. » Tu m'entends ? J'ai de la place et tu n'as rien à prouver à personne. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongée sur le vieux lit gigogne de son salon, les yeux fixés sur le plafond, je repassais en boucle chaque détail de cette conversation avec Jason. Son calme, sa façon de ne même pas hésiter. M'avait-il vraiment aimé, ou n'étais-je qu'une solution de rechange en attendant que quelqu'un avec un nom de famille comme Lingley se présente ? Lorsque le soleil s'est levé, la douleur s'était estompée, laissant place à quelque chose de plus lourd, comme de la honte.
Je devais commencer une nouvelle vie, un nouveau chapitre, fonder une famille. Au lieu de cela, j'étais de retour à la case départ. 28 ans, le cœur brisé, sans abri, humilié. À midi, j'ai pris une douche, je me suis habillée et je suis retournée à l'hôpital comme si de rien n'était. Les infirmières souriaient. Certaines m'ont posé des questions sur les préparatifs du mariage. J'ai souri en retour, hoché la tête, éludé les questions, car dire la vérité me donnait l'impression que cela allait me déchirer à nouveau. Mais en enfilant ma blouse et en vérifiant mes patients, j'ai eu une certitude, je ne pouvais pas rester ici. Pas dans cette ville. Pas avec ses souvenirs. Pas pendant que Jason Miller et Megan Langley trinquaient à leur brillant avenir quelque part de l'autre côté de la frontière de l'État. Pas alors que je n'avais nulle part où aller et plus rien à perdre. 3 jours se sont écoulés, 3 jours lents et douloureux où je me suis contentée de faire semblant à l'hôpital, luttant pour ne pas m'effondrer. J'ai souri quand on m'a posé des questions sur le mariage. J'ai dit qu'il était reporté. J'ai dit que Jason avait un voyage d'affaires imprévu. J'ai dit que j'allais bien. J'en disais trop. Mais le 3e jour, alors que je remplissais des dossiers à la chambre 8, Rachel, notre infirmière en chef, directe et pragmatique, a passé la tête et a demandé « Tu cherches toujours un moyen de t'échapper miraculeusement d'ici ?» J'ai cligné des yeux. « Quoi ?» Elle m'a fait signe de la rejoindre dans le couloir et a baissé la voix. « Tu te souviens de Lily, de la neuro ? Il y a un mois, elle a décroché un poste d'aide à domicile très bien payé, mais elle a démissionné la semaine dernière. Elle disait qu'elle ne supportait pas ce type. » Quel type ? Rachel a haussé un sourcil. Un magnate de la tech, riche, paralysé. Il vit à Cypril, dans une de ces maisons qui ressemblent à des forteresses. Apparemment, c'est un cauchemar. Mais le salaire est le triple de ce qu'on gagne ici. Logement ensuite. Repas inclus. Pas de colocataire. Pas de garde de nuit. Juste un patient. J'ai hésité. Je ne suis pas aide-soignante. Tu es une infirmière avec 5 ans d'expérience, a-t-elle rétorqué. Tu es plus qualifiée que la moitié des gens qu'ils ont eus. Et crois-moi, ce type en fait fuir la plupart en moins de 2 semaines. Tu es têtu. Ça pourrait jouer en ta faveur. J'ai failli rire. Je ne savais pas quelle part de moi pouvait encore être qualifiée de têtu. Tout en moi était brisé, mais quelque chose dans sa voix, le mot évasion, a résonné puissamment. Vous avez un contact ? Ai-je demandé. 10 minutes plus tard, elle me tendait une petite carte avec un nom écrit en cursive nette et élégante. Margaret Temple, gérante du domaine, et en dessous, un numéro. Il m'a fallu attendre minuit pour oser appeler. Je me tenais dans la ruelle près de la maison de Margaret, emmitouflée dans mon manteau, respirant l'air froid du Montana, le téléphone serré dans ma main. Margaret Temple a décroché à la 2e sonnerie. Oui, c'est Emily Carter. On m'a dit qu'il y avait un poste d'infirmière à domicile. Un silence. Alors, êtes-vous disponible pour un entretien demain à 9h du matin ? J'ai cligné des yeux. Oui, je peux être là. Apportez vos diplômes et références. L'adresse vous sera envoyée par SMS sous peu. Ne soyez pas en retard. La ligne a été coupée. À 4h30 du matin, j'étais dans le premier vol d'Elena à San Francisco, avec une correspondance pour une navette régionale qui a grimpé les collines de Chypre et a laissé le monde réel derrière elle. Tout semblait être un rêve que je n'avais pas mérité. Et puis j'ai vu la maison. Elle ressemblait à une forteresse moderne de verre, d'acier et d'arêtes vives, tissée dans la falaise, comme si quelqu'un avait sculpté une demeure à même le soleil et la pierre. Un long portail noir s'est ouvert à l'approche de mon taxi, et pendant une seconde, j'ai eu envie de dire au chauffeur de faire demi-tour. Trop tard. Margaret Temple m'a accueilli à la porte d'entrée. Une femme d'une 60aine d'années, mince comme un fil, les cheveux tirés en un chignon serré, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable. Elle m'a examiné de haut en bas avec la précision de quelqu'un qui aurait travaillé dans l'armée. « Vous êtes en avance », a-t-elle constaté. Je ne voulais pas être en retard. Bien. Suivez-moi. L'entretien a été bref. Elle a parcouru mon CV, posé 4 questions, n'a pas souri une seule fois, et a finalement dit « Le poste est à vous, mademoiselle Carter. » Les conditions sont simples. Disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 2 jours de congé par mois. Pas de visiteurs.
La compétence médicale est cruciale. La discrétion est impérative. Votre patient est un homme complexe. Vous vivrez au 2e étage à côté de sa suite. Les repas et le logement sont inclus. Le salaire est de 12 000 $ par mois, plus une prime de performance en fonction de l'évolution de son état. J'ai essayé de ne montrer aucune réaction. Je me souviens encore de m'être agrippé aux accoudoirs du fauteuil pour ne pas éclater de rire. C'était plus du triple de ce que je gagnais à l'hôpital. Je n'avais aucun plan. Je n'avais rien d'autre qu'un sac de sport surdimensionné et un cœur en miettes, mais j'ai accepté. Je l'ai dit sans hésiter. Margaret a fait glisser un dossier sur la table. Voici votre contrat. Lisez-le d'ici demain. Votre patient est Monsieur Ryan. Ce nom ne me disait rien à l'époque. Bientôt, il signifierait tout. Le lendemain matin, je me tenais devant sa porte, le dossier à la main, le cœur battant. Le couloir était silencieux, le son étouffé par une moquette qui avalait les pas. Tout dans cette maison était poli et froid. Sol en pierre, lignes épurées, un silence coûteux. Margaret se tenait à côté de moi, son presse-papier contre sa poitrine. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-elle sans me regarder. J'ai signé le contrat. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai dégluti. Oui. Elle a frappé 2 fois, puis a ouvert la porte sans attendre de réponse. La pièce était vaste, trop vaste. Des plafonds voûtés, des murs de verre donnant sur une rangée de séquoias, la lumière du soleil se déversant sur un parquet clair. Cela ressemblait moins à une chambre qu'à une salle du trône construite pour un fantôme. Il était près de la fenêtre, dans un fauteuil roulant noir et élégant. Le dos tourné. Monsieur Hay, dit sèchement Margaret. Votre nouvelle infirmière est arrivée, Emily Carter. Il ne s'est pas retourné tout de suite. Il est resté là, tapotant lentement l'accoudoir de ses doigts. Puis, finalement, il a pivoté, et j'en ai eu le souffle coupé. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Un homme plus âgé, peut-être fragile. Mais Ryan Hay était jeune, peut-être la trentaine, grand même assis, avec des cheveux noirs, une mâchoire carrée et des yeux comme du verre taillé. Et pourtant, il y avait quelque chose d'épuisé en lui. Sa peau était pâle, sa silhouette fine, mais son expression, c'est son expression qui m'a alertée. Il m'a regardé comme si je le décevais déjà. Alors, dit-il d'une voix basse et mordante. Ils m'en ont envoyé une autre. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais il m'a coupé la parole. Quel est le pari, cette fois, Margaret ? 1 semaine ? 10 jours ? Margaret n'a pas répondu. Elle a seulement dit « Je vous laisse faire connaissance ». Et elle est partie, fermant la porte derrière elle. Le silence s'est étiré. Je ne suis pas ici pour un pari, ai-je finalement dit. Je suis ici pour faire mon travail. Il a fait rouler son fauteuil de quelques centimètres, m'examinant comme si j'étais une œuvre d'art qu'il n'appréciait pas particulièrement. Et quel est ce travail, selon vous ? Médicaments, physiothérapie, surveillance des signes vitaux, aide à la rééducation. Il a reniflé. Vous avez oublié la partie où vous hochez la tête avec sympathie quand j'échoue à marcher. C'est généralement la partie préférée de tout le monde. Je n'ai pas bronché. Je ne suis pas là pour vous plaindre. Il a légèrement incliné la tête. Oh, celle-là est nouvelle. La plupart d'entre elles craquent le 3e jour. Peut-être que je vous surprendrai. Peut-être, a-t-il dit, bien que le sourire narquois au coin de ses lèvres indiquait clairement qu'il n'en croyait pas un mot. Nous avons passé la journée dans un silence tendu. Je lui ai administré ses médicaments, j'ai examiné son programme de physiothérapie, j'ai pris des notes. Ryan n'a cessé de me lancer des pics, de me tester, de me pousser à bout, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'avais travaillé avec des vétérans amputés, des adolescents qui hurlaient à chaque injection, des mères qui pleuraient sous morphine. Ce n'est pas Ryan Hay qui allait me faire craquer. Ce soir-là, alors que je préparais sa chambre pour la nuit, il a soudainement dit « Vous n'êtes pas comme je l'imaginais ». J'ai levé les yeux du tiroir. Non, vous ne m'avez pas posé de questions sur l'accident. J'ai pensé que vous me le diriez si vous le vouliez. Un autre silence. Une autre surprise. C'était une sortie de ski, a-t-il finalement dit. Seul. J'ai perdu le contrôle sur une crête. Je me suis réveillée dans un hélicoptère.
Je n'ai plus marché depuis. J'ai hoché la tête. Merci de me l'avoir dit. Il m'a regardé longuement. Pourquoi avez-vous accepté ce travail? J'en avais besoin. Pas pour l'argent. Pourquoi ce travail? J'ai soutenu son regard. Parce qu'on m'a menti. Parce que je sais ce que c'est que d'être rejeté. Son expression a vacillé une seconde, comme une fissure dans un mur qui n'aurait pas dû être là. Puis il s'est tourné vers la fenêtre. Ne vous attachez pas, a-t-il dit. Je ne suis ni reconnaissant ni amical. Bien, ai-je répondu. Je ne me fais pas d'illusions. Il n'a plus rien dit après ça, mais il ne m'a pas non plus congédié. C'était la 5e nuit. Je n'étais pas censé être réveillé, mais le vent hurlait dehors depuis minuit, secouant les fenêtres comme un fantôme agité. Je me suis levé pour fermer les stores et j'ai remarqué une lumière encore allumée dans le gymnase de l'aile ouest, un endroit où Ryan ne laissait entrer personne, surtout pas seul. Au début, j'ai ignoré. J'ai pensé qu'il s'était endormi devant la télé. Mais quelque chose m'a interpellé, un sentiment instinctif et discret. J'ai enfilé un pull, j'ai traversé le couloir silencieux sur la pointe des pieds, et j'ai entrouvert la porte du gymnase juste assez pour jeter un coup d'œil. Et ce que j'ai vu a tout arrêté. Ryan a été debout. Pas entièrement, pas fermement. Il s'agrippait à une paire de barres parallèles, les bras tendus, la sueur perlant sur ses tempes, ses jambes tremblant sous lui, chaque muscle bandé par l'effort. Mais il le faisait. Lentement, avec détermination, un pas après l'autre, laborieusement. Mon souffle s'est coupé. Il ne m'a pas remarqué au début, trop concentré. Mais le léger grincement de la porte m'a trahi. Il s'est retourné, m'a vu, et son expression est passée instantanément de l'effort à la fureur. « Qu'est-ce que vous foutez ici » a-t-il craché. J'ai entendu quelque chose. Je pensais. Sortez. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Non pas parce que j'étais figé par la peur, mais parce que quelque chose avait déjà changé en moi. Il n'était pas sans espoir. Il n'avait pas abandonné. Il cachait ses progrès. Pourquoi? Pourquoi gardez-vous ça secret? Ai-je demandé doucement. Ses mains se sont crispées plus fort sur les barres, ses jointures blanchissant. Parce que dès qu'ils voient un progrès, ils attendent des miracles. La guérison ne fonctionne pas comme ça. Il a ri amèrement. Non, mais la déception, si. J'ai déjà vu assez de gens s'éloigner en réalisant que je n'allais pas me lever comme par magie et redevenir celui que j'étais. Je ne le referai pas, alors vous prétendez que rien ne se passe. Que vous avez abandonné. Sa mâchoire s'est contractée. Vous ne comprenez pas. Je me suis approché prudemment, comme on approche un animal blessé. Peut-être. Son regard a croisé le mien, furieux et incertain. Je ne le dirai à personne, ai-je dit. Mais si vous me laissez vous aider, vraiment vous aider, nous pouvons travailler vers quelque chose de mieux. Vous n'êtes pas obligé de faire ça seul. Pourquoi? A-t-il demandé. Pourquoi est-ce que ça vous importe? Parce que je sais ce que c'est que de voir son avenir s'effondrer et d'être obligé de sourire à travers les débris. Il m'a dévisagé, à bout de souffle, la sueur brillant sur sa peau. Je pensais qu'il allait crier à nouveau, m'ordonner de partir, menacer de me renvoyer. Au lieu de cela, il s'est lentement affaissé sur son fauteuil, silencieux, épuisé. Finalement, il a murmuré « D'accord ». Mon cœur a bondi. On garde ça pour nous, a-t-il ajouté. Personne, absolument personne ne doit le savoir. Compris. Et vous suivez mes instructions. Quand je dis stop, on arrête. Quand je dis allez-y, vous m'aidez. Entendu. D'accord. Il m'a observé, son regard toujours perçant, mais quelque chose avait changé. Ah, on dit. Vous n'êtes pas comme les autres. J'ai haussé les épaules. Je n'essaie pas de l'être. Tout a commencé par une voix. J'étais en train de ranger l'armoire à pharmacie dans ma chambre quand je l'ai entendue. Profonde, assurée, trop suave. Un homme, pas Ryan, pas un membre du personnel. Curieuse, je me suis dirigée discrètement vers le couloir principal et j'ai suivi le son jusqu'au salon ouest. Là, affalé sur le canapé en cuir, se tenait un homme d'une 40aine d'années, sa montre de luxe scintillant au soleil matinal. Il tenait un verre de quelque chose qui n'était pas du jus.
Ryan, tu as une mine épouvantable. L'homme a ri. Ryan, en face de lui, lui a adressé un sourire crispé. Content de te revoir aussi, Eric. C'est ainsi que j'ai rencontré Eric Thorne, l'associé de longue date de Ryan. L'homme qui, selon Margaret, avait pris la direction de High Nexus Technology après l'accident de Ryan. Quelque chose chez lui me donnait la chair de poule. Peut-être sa façon de regarder Ryan comme s'il le jaugeait encore. Ou peut-être la façon dont son regard s'est posé sur moi quand je suis entrée avec le plateau de thé. Une évaluation lente, invasive. C'est la nouvelle, a-t-il demandé. Emily Carter, ai-je dit d'un ton neutre en posant le plateau. Elle est meilleure que les 3 précédentes, a plaisanté Eric en sirotant son verre. Elle n'est pas là pour te divertir, a répondu froidement Ryan. C'est mon infirmière. La conversation a dérivé vers les affaires. Fusion, tension entre investisseurs, contrats gouvernementaux. J'ai essayé de rester invisible, mais un mot m'a figé sur place. Lingley. Eric s'est penché en avant, baissant la voix. Laura dit que son père est prêt à débloquer les fonds. Il nous suffit de transférer le contrôle du conseil d'administration. Lingley Capital s'en occupera. Il a des contacts au sein du comité technique. Ryan n'a pas répondu. Il regardait par la fenêtre, les jointures de ses doigts serrées sur la coudoir. J'ai déjà préparé les documents, a poursuivi Eric. Il nous faut juste ta signature. Ryan a dit, je vais les examiner. Tu dis ça depuis des semaines. Si nous attendons plus longtemps, l'opportunité se refermera. Ryan n'a pas répondu. Mon pouls battait fort dans mes oreilles. Je me suis éclipsée de la pièce avant qu'aucun d'eux ne remarque que j'étais toujours là. Lingley. Laura Lingley. Ce nom me hantait encore. Et puis, ça a fait tilt. Lingley Capital. Laura. L'insistance d'Eric pour obtenir la signature de Ryan. L'entreprise. Ils essayaient de la lui prendre. Ils prenaient le contrôle pendant que Ryan était encore en convalescence. Et si Laura était impliquée, Megan Lingley ne pouvait pas être loin. Ma poitrine s'est serrée alors que je retournais dans ma chambre et fermais la porte. Est-ce que tout cela était lié à ce qui m'était arrivé? N'étais-je qu'une spectatrice prise dans un feu croisé? Ou m'avait-il choisi précisément parce que j'étais la fille que personne ne soupçonnerait? Cette nuit-là, je n'ai pas pu me retenir. Pendant que j'aidais Ryan avec ses étirements, j'ai rompu le silence. J'ai entendu quelque chose aujourd'hui à propos de votre entreprise. Il n'a pas levé les yeux. Continuez. Je lui ai tout raconté, mot pour mot. Les noms, les expressions, le ton. J'ai même mentionné Megan Lingley. À ce nom, il s'est arrêté. Vous la connaissez. Mon ex-fiancé m'a quitté pour elle. Il a cligné des yeux lentement. Jason Miller. J'ai hoché la tête. Vous le connaissez? Non, mais j'ai entendu son nom par Eric. Il s'est écarté du mur et m'a regardé. Vous insinuez que mon associé et votre ex complotent ensemble? Je dis que c'est une coïncidence trop importante pour être ignorée. Il est resté silencieux un long moment. Finalement, je vais examiner ces documents. C'était tout. J'ai essayé de ne pas me sentir anéantie. J'avais espéré plus, peut-être de la confiance, peut-être une action. Mais au lieu de cela, Ryan s'est replié dans le silence, comme si tout ce que j'avais dit était tombé dans le vide. Cette nuit-là, j'ai fait les 100 pas dans ma chambre comme un animal en cage. Avais-je tort? Avais-je imaginé des ombres? Ou pire, avais-je raison et personne ne me croirait? Le lendemain matin, il a frappé à ma porte. Il ne frappait jamais. Quand j'ai ouvert, Ryan était dans son fauteuil roulant, un dossier sur les genoux. Vous aviez raison. Il a expliqué que Lingley Capital ne se contentait pas d'investir. Les documents transféraient les droits de décision et de propriété à une société holding créée par Eric 2 mois plus tôt, cachée sous des couches de jargon juridique. J'ai eu le souffle coupé. Je veux que vous m'aidiez à les arrêter. Il m'a tendu le dossier. Vous êtes sûr? Ai-je demandé. Après tout ça. Ryan a acquiescé. S'ils me croient trop faible pour me battre, alors ils ont oublié qui j'étais avant de me briser.
Le plan a mis des jours à se concrétiser. Une semaine plus tard, une réunion extraordinaire du conseil d'administration a été convoquée. Ryan avait laissé entendre à Eric que la signature était imminente. Le jour J, nous sommes arrivés avec 15 minutes d'avance. Les têtes se sont tournées à notre entrée. Ryan marchait à mes côtés, la mâchoire serrée, d'un pas mesuré mais ferme, s'aidant d'une canne. La stupéfaction a parcouru la salle de réunion. Eric était assis en bout de table. Laura était là aussi. Et à côté d'elle, Jason. Il paraissait plus petit que dans mes souvenirs. Lorsque Ryan est entré dans la pièce, la canne à la main, le silence s'est brisé. « Tu marches » a constaté Eric. « Pas parfaitement » a répondu Ryan, mais suffisamment. Il s'est dirigé droit vers le bout de la table et a regardé Eric dans les yeux. « Cette réunion est désormais sous mon autorité » a-t-il dit calmement. « Et je vais commencer par ceci. » Il a posé un dossier sur la table et l'a ouvert. La salle l'a regardé énumérer toutes les pistes de fraude, toutes les clauses cachées, toutes les preuves de la tentative d'Eric de céder le contrôle de High Nexus Technology à une société écran privée appartenant à Langley Capital. « On ne peut pas prouver l'intention » a marmonné Eric. « Je n'en ai pas besoin » a rétorqué Ryan. « Il me suffit de prouver un manquement à l'obligation fiduciaire, ce que je viens de faire. » L'avocat général s'est levé. « Monsieur High, souhaitez-vous demander un vote de défiance immédiat ?» « Oui, avec effet immédiat » a dit Ryan. Le chaos a éclaté. Le conseil a voté. C'était unanime. Eric a été démis de ses fonctions. Les contrats ont été annulés. Le contrôle a été rétabli. Une fois la pièce vidée, Ryan et moi sommes restés seuls. Il s'appuyait sur sa canne, le souffle court, mais ses yeux brillaient. « Tu l'as fait » ai-je murmuré. « Non » a-t-il dit. « Nous l'avons fait. » Et puis, l'espace d'une seconde, il a souri. Un sourire large, sincère. Et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas osé croire jusqu'à cet instant. Il n'était pas le seul à avoir fait ses premiers pas ce jour-là. Les semaines ont passé. Le manoir ne ressemblait plus à une cage dorée. Les fenêtres étaient plus souvent ouvertes. La lumière inondait les couloirs, et même le jardin, autrefois sec et envahi par les mauvaises herbes, respirait à nouveau. Ryan avait encore des jours difficiles, il boitait toujours, devait encore lutter contre la douleur. Mais l'amertume qui l'habitait commençait à se dissiper. La mienne aussi. Le mariage que je n'ai jamais eu, j'ai cessé de le pleurer. Le nom que j'avais failli prendre, je l'ai laissé partir. Peu à peu, j'ai commencé à me voir comme plus qu'une simple femme rejetée. J'ai recommencé à lire, à faire de petits joggings sur le sentier privé derrière la maison. À rire. À rire sans culpabilité. Un soir, Ryan m'a tendu un plat que je ne pouvais identifier et a dit « Si ça te tue, je veux que ce soit consigné. » J'ai goûté. « Tu mettras l'entreprise dans ton testament » ai-je répondu du tac au tac. Il a marqué une pause. « En fait, non. » J'ai levé les yeux. « Je l'ai transféré à un trust » a-t-il dit. « Un trust qui t'inclut. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ? » « Je ne te donne pas l'entreprise » a-t-il dit doucement. « Mais je veux que tu saches que j'ai construit quelque chose de mieux avec toi qu'avec n'importe qui d'autre. Et je veux que tu aies ta part dans la suite. » Je l'ai dévisagé. « Ryan. » Il a mis la main dans sa poche et en a sorti une petite boîte noire. « Avant que tu ne dises quoi que ce soit » a-t-il dit rapidement. « Tu n'es pas obligé de répondre aujourd'hui, ni même cette année. Je sais que je suis encore en train d'apprendre à redevenir quelqu'un, et je sais que tu n'as pas signé pour ça. » Il a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague simple, en or, sertie d'un minuscule saphir. « Mais j'aimerais quand même te demander, » a-t-il dit à voix basse. « Voudrais-tu envisager de parcourir ce chemin avec moi ? Non pas parce que j'ai besoin d'être sauvé, mais parce qu'avec toi, je me souviens de qui je suis. » Je n'ai pas pleuré. J'aurais cru que je le ferais, mais j'ai ressenti autre chose, quelque chose de stable, un sentiment d'être arrivé, comme si j'avais traversé la partie la plus sombre de la forêt pour trouver non pas un château, mais une clairière, un endroit tranquille pour respirer à nouveau. J'ai pris la bague et l'ai glissée à mon doigt. « Je ne dis pas oui » ai-je murmuré en souriant. « Mais je ne dis certainement pas non. » Il a ri. Cela me ressemblait bien.
Nous n'avons pas fait de grandes annonces, pas de gros titres, juste plus de matin. Plus de progrès. Il a marché un demi-mile seul. Le mois suivant, j'ai obtenu ma certification pour ouvrir mon propre cabinet privé. Nous avons embauché du personnel. Je suis restée dans la maison, mais elle ne me semblait plus être la sienne. Elle me semblait être la nôtre. Quant à Jason, il m'a envoyé un texto, 2 lignes, pour me demander si j'allais bien. Je n'ai jamais répondu. Je n'en avais pas besoin, car en vérité, j'avais déjà tiré tout ce que j'étais censée tirer de ce chagrin d'amour. Une leçon, un détour, et une porte ouverte sur une vie que je n'avais même pas osé imaginer. Et Ryan, lui, a complètement arrêté d'utiliser le fauteuil à l'automne. Le jour de son anniversaire, nous avons fait une petite escapade sur la côte. Rien que nous deux. Il marchait à mes côtés sur la plage au coucher du soleil, le sable collant à nos pieds, le vent si froid qu'il nous piquait le visage. À un moment, il a regardé l'océan et m'a dit : « Tu crois qu'on redeviendra un jour ce qu'on était avant ? » J'ai secoué la tête. J'espère que non. Il s'est tourné vers moi, et j'ai ajouté : « Parce que ce que nous sommes devenus est bien meilleur. » Il n'a pas répondu. Il a juste tendu la main. Et sans hésiter, j'ai pris la sienne. Nos doigts se sont entrelacés, non pas comme la promesse d'un passé révolu, mais comme la certitude solide d'un avenir que nous construisions ensemble, pas, à partir des ruines de nos vies antérieures. Et dans ce silence, sous le ciel infini, j'ai compris que le foyer n'est pas un lieu, mais le sentiment d'être vu, compris et choisi pour ce que l'on est vraiment.